Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs. Vous suivez ce magazine Savoir Plus. C'est pour vous parler des questions économiques. Aujourd'hui, nous allons recevoir un économiste des formations. Vous le savez très bien, guerre en République démocratique du Congo occasionne également le pillage économique. Et c'est quoi la stratégie pour mettre fin à ce pillage? La crise n'est pas seulement politique, elle est aussi économique parce que derrière chaque situation instable se cache également ou se dessine un horizon financier sombre, d'autant plus que tous les indicateurs, en tout cas, annoncent l'effondrement. Alors, sur ce plateau, avec Alexandre Choué Mokim, il va bien sûr nous parler des causes lointaines, forces et opportunités que présente l'économie congolaise, mais aussi nous allons évoquer bien sûr les faiblesses et les menaces de cette économie congolaise. Alexandre Choué Mokim, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Je rappelle que vous êtes économiste des formations et également conférencier à travers, on va dire, l'Afrique tout entière, parce que vous boostez également la crème intellectuelle pour comprendre, bien sûr, les questions économiques qui touchent les populations à travers l'Afrique. Dites-nous d'abord, l'économie congolaise, elle marche bien? Je tiens premièrement à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée. Merci. Car il est très important pour nous qui sommes économistes de formation et de terrain de partager les idées ainsi que les réflexions sur les problèmes qui dérangent nos pays d'Afrique et plus particulièrement la RDC qui est notre pays à nous. Et donc c'est une opportunité et je tiens à vous remercier pour cela. Alors, vous vous sentez très à l'aise quand bien vous sûr, évoquez les questions liées à l'économie? C'est ma vie. Je vis de l'économie, de la politique, dit-on. Voilà. Alors, je disais ceci. Notre économie est effectivement pas très bien portante parce que ce que nous produisons n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait dû faire au regard de ce qu'on a comme potentialité. Donc jusque-là, je puis dire que l'économie congolaise fonctionne en deçà de ses capacités de réalisation, ce qui montre qu'il y a donc une contre-performance dans l'utilisation de ce qu'il y a comme ressources aussi bien humaines que matérielles et naturelles. Alors nous sommes très loin de parler bien sûr de cette révolution économique de la RDC à l'horizon 2030. Oui, effectivement, on a autrefois prévu que le pays devienne un pays émergent en 2030, mais ce n'est pas un slogan ni une annonce. C'est plutôt la conséquence du travail et des performances réalisées qui détermine si oui ou non on peut s'approcher de la cible. Mais au regard des tendances qui se dessinent actuellement, la RDC risque de ne pas atteindre cette émergence en 2030 si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons également pris un engagement, c'est celui de réaliser les ODD, les objectifs de développement durable en 2030, mais les tendances dans les différents secteurs de la vie, aussi bien dans le domaine de l'alimentation que de l'éducation, de la santé et d'autres dimensions importantes de la vie, notamment l'accès à l'énergie, l'eau, l'électricité, pose problème. Donc nous sommes loin du compte et ça montre que notre économie se comporte très mal jusque-là. Et ces problèmes que nous connaissons sur le plan économique ne sont pas des problèmes récents, ce sont des problèmes structurels qui remontent à plusieurs années. Et c'est déjà à l'époque du président Mobutu qu'il y a eu plusieurs ratés en ce qui concerne la définition. Donc ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une résultante de ce que nous avions... Oui, il y a beaucoup de conséquences de ce qui s'est passé hier, mais bien sûr l'homme a toujours la capacité d'absorber son passé et de se battre avec son présent pour pouvoir bâtir un lendemain meilleur. Donc on ne doit pas s'inscrire sur le bouffard de lamentation, mais plutôt utiliser nos têtes pour chercher des solutions aux problèmes et avoir cette envie, cet engagement, ce courage de poser les actes qu'il faut pour justement casser cette tendance négative et relancer la machine. Quels sont ces actes que vous évoquez? Bon, en fait, avant peut-être de parler des actes, il y a lieu de faire remarquer que de manière récurrente, nous avons des sérieux problèmes de gestion macroéconomique. C'est ainsi que l'instabilité monétaire, la hausse exagérée des prix des biens, la perte de pouvoir d'achat, la dégradation des conditions de vie sont le quotidien du Congolais. C'est vrai qu'à des moments donnés, on est allé dans des programmes spécifiques pour casser l'hyperinflation, mais après quelque temps, ça nous rattrape parce que justement, nos comportements dérangent. Je vous donne un exemple. Dans les années 90, nous avions eu en moyenne une inflation de plus de 800% dans le pays. Et en 2001,
le pays a renoué avec les partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale. On a exécuté un programme qu'on appelle le PIR. À travers ce programme, on a demandé ou on a exigé à l'État congolais d'exécuter son budget sur base caisse. C'est-à-dire on dépense en fonction des recettes, de manière à éviter un déséquilibre qui serait couvert par la planche à billets. Et résultante, après avoir pratiqué cela, l'inflation qui était de 135% est tombée à 15%. Donc rien que par une amélioration du comportement en matière de gestion des finances publiques, on peut casser les pressions inflationnistes. Ça, c'est un exemple de la RDC. On a pu, à partir de là, prendre la route pour le programme économique vraiment le PEG, un programme triennal avec le PMUR, un programme de construction des infrastructures. Mais quelques années après, on a repris avec nos mauvaises habitudes. On était admis en 2003 à l'initiative PPTE, ce qui veut dire qu'en 2006-2007, sous Gizenga, on devait atteindre le point d'achèvement. Mais ça n'a pas été le cas. On a raté. Et parmi les facteurs qui expliquent la non-atteinte de ce point d'achèvement, il y a lieu de faire remarquer qu'au niveau par exemple, de la Banque centrale, certains critères du programme étaient violés. Il y avait une mauvaise utilisation des avoirs extérieurs. Et donc, le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'ont pas eu à accepter que la RDC atteigne le point d'achèvement. Nous pouvons ici conclure que les problèmes, c'est l'homme. Mais bien sûr, tous les problèmes sont des problèmes de l'homme. Dans le monde, les problèmes sont de l'homme. Parce que vous remarquez que quand Mouzito arrive, on va essayer de faire encore des efforts pour renouer avec le Fonds monétaire. On fait des efforts, quelques réformes. Et en 2010, on atteint le point d'achèvement. Et quand on a atteint cette performance, il y a eu élimination de près de 80% de la dette extérieure. Oui. Matata prend le relais et avec tout ce confort qu'il y avait, il a pu donc aussi garantir une certaine stabilité. Mais avec le choc qui a eu à intervenir à fin 2015, c'est-à-dire la baisse des cours des matières premières, déjà la croissance a commencé à ralentir. En 2016, on l'a senti, parce qu'en 2014, la RDC a fait presque 9% de croissance économique, et directement après, la croissance est tombée à 6,9%, et ça a encore baissé en 2016, et la tendance est là. Avec ce ralentissement de la performance économique, on a encore repris avec la planche à billets sous Badi Banga et même Chibala. Or, la pratique est prohibée, c'est-à-dire que la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, interdit ce genre de choses. On l'a refait ça, l'inflation a repris. Et donc, on a atteint un niveau d'inflation de près de 50%, si je me trompe, à ces années-là. Un des niveaux les plus importants de cette décennie ou ces deux dernières décennies. C'est bien beau d'évoquer toutes ces causes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que s'il n'y a pas de discipline au niveau budgétaire, on ne peut pas garantir la stabilité. Si la Banque centrale, qui est censée gérer le volume d'instruments de paiement, organiser le système financier, n'arrive pas à faire aussi correctement son travail, on ne peut pas. Donc déjà sur le plan macroéconomique, il y a eu beaucoup de ratés au niveau de la gestion de la Banque centrale et de la gestion des finances publiques. Pour information, lorsqu'on a fait la réforme du franc congolais ici, en 1998, le taux était de 1 dollar américain égale 1,3 francs congolais. Oui. Mais aujourd'hui, 1 dollar, c'est 2700, 2800, voire même 2900 sur certains segments du marché. Donc, en 26 ans, le taux a été multiplié par plus de 2000. Ça montre qu'on n'est pas en mesure de gérer notre économie. Non, on doit mettre en place des mécanismes qui feront que les acteurs auront peur de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut un suivi, des sanctions. Quand quelqu'un dérape, vous le sanctionnez. C'est comme ça qu'on peut aider les gens à mieux se comporter. Pourquoi la loi existe ? Pourquoi existent les juridictions? Pourquoi existe la sanction? C'est parce qu'il faut amener les gens à respecter certaines règles du jeu. Mais malheureusement, en RDC, beaucoup sont ceux qui violent les règles et il n'y a pas de sanction. Ce qui fait que le mal devient une habitude et c'est ce qui détruit. Donc, sur le plan macroéconomique, déjà, il y a lieu de relever le manque de discipline, le non-respect de certains engagements ou certains critères, parce que là, le financement monétaire est prohibé, mais on l'a appliqué. C'est donc une violation de la loi qui a été faite aux yeux de tout le monde. C'est vrai, vous évoquez toutes ces raisons, mais en tant que scientifique et surtout... Non, en tant que praticien. Moi, j'ai été là... Et surtout qu'expert en ces matières économiques. Non, mais puisque ayant travaillé dans plusieurs ministères et ayant été à la primature à plusieurs reprises, j'ai vu ce que je dis là, ce sont choses que j'ai vues. Et à un moment donné, bon, ayant participé... ce ne sont pas des fables. Non, je dis ce qui est. Et à des moments donnés où j'ai eu à intervenir, mais j'ai fait des propositions sur certaines choses. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai demandé au Premier ministre que l'on puisse payer plus les factures en francs congolais qu'en dollars, parce que nous avons besoin de constituer des réserves importantes pour avoir des volants qui nous permettent d'intervenir sur le marché de change en cas de choc.
Certains ministres n'étaient pas d'accord, mais j'ai fait remarquer que... Pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Mais ils préfèrent qu'on leur paye leurs factures, même les frais d'émission, ou même en dollars américains, alors que la monnaie du pays, c'est le franc congolais. J'ai suivi tout récemment le président de la République lors de son interview. Il a dit, nous n'aimons pas notre monnaie à nous-mêmes. Mais voilà, ce sont les membres du vent qui doivent prêcher par l'exemple. Si déjà un ministre ou des ministres refusent d'utiliser le franc congolais, vous n'avez pas demandé à un citoyen lambda d'accepter d'utiliser le franc congolais, parce que celui qui est censé garantir, c'est l'État, à travers les autorités, ne le fait pas. Vous comprenez un peu ça? Donc ça, ce sont des problèmes au niveau macroéconomique qui demandent que l'on puisse changer fondamentalement notre façon de faire. Autre chose, c'est que notre économie, qui a été héritée de la colonisation, est une économie de rente. On exploite les matières premières. On les extrait, tout simplement. À peine on les transforme et on les exporte à l'état quasi brut. Et quand on les envoie à l'extérieur, ben c'est quoi la conséquence? C'est qu'on vend à des prix réduits, alors qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, pendant plus de 60 ans, on n'a pas changé de modèle économique. Non, de transformer, de faire une transformation locale. Oui, c'est pour dire que nous ne sommes pas des sous-hommes. Mais le problème, c'est une question d'approche. Il faudrait que l'on regarde les problèmes autrement. Et c'est pour ça que moi, je dis que le problème, c'est l'homme et c'est la gouvernance. Si déjà à l'époque du président Mobutu, il y avait une vision pour bâtir des industries ici, on serait loin aujourd'hui. Certains pays qui, en 60, n'avaient pas le niveau de la RDC, sont aujourd'hui considérés comme étant les meilleurs. Et là, nous sommes sur une pente. Voilà, sur une pente descendante, alors que d'autres sont sur une phase ascendante. Mais regardez le Botswana. Le Botswana est aujourd'hui compté comme un modèle mondial en matière de performance économique, en termes de croissance économique. Mais c'est un pays qui vit des ressources naturelles. Et là-bas, c'est le diamant. Oui. Alors que nous avons plus que eux en termes de potentialité en ressources naturelles. Donc, on peut faire mieux que eux, mais la gouvernance. L'Afrique du Sud, à l'époque, si certains ne le savent pas, mais les Sud-Africains venaient étudier ici, à Lovanium, à l'Unikin. Ils venaient se faire soigner ici. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est l'inverse. En 60, quel était l'état de l'aéroport de Njili et l'état de l'aéroport de Séoul, comparé aujourd'hui? Donc, avec les jours et la nuit, hein. Voilà, vous comprenez qu'en 60 ans, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on a encore une opportunité. Le président vient d'avoir un nouveau mandat. Ce que nous voulons lui demander, c'est d'agir avec des hommes qui seront capables de porter cette fois-ci une vraie vision de transformation de l'économie. C'est ce qu'il faut faire. C'est ainsi que... c'est l'économie qui développe le pays. Effectivement. C'est ainsi que moi, aujourd'hui, dans les recommandations que je formule au président de la République sur le plan économique, ce serait justement que l'on puisse avoir une politique économique à 3 grandes composantes. Une composante que j'intitule « Normalisation des prix et réforme monétaire parce que les prix des biens, les prix absolus des biens en RDC sont trop importants. Et quand vous comparez avec nos voisins directs, vous remarquerez que ça ne va pas. Vous verrez peut-être, pour un bien donné, le prix en Angola est de 11, Congo-Brazzaville 12, Gabon 13, RCA 12, Tchad 14. Vous voyez, c'est une même plage. Mais RDC, pour le même bien, 40. Donc des prix atypiques. Et ça montre que justement, il y a des problèmes. Et il est du devoir du gouvernement, à travers ses différents ministères, de voir comment veiller à ce que l'on puisse respecter la réglementation des prix. Quand on ne respecte pas, ben, il est évident que l'on connaît cette situation et cela impacte négativement sur le niveau de vie de la population. Ça, c'est un élément. Il y a le problème de la stabilité monétaire, la valeur du franc congolais. Comme je l'ai dit, on était à 1 dollar égale 1,3. Aujourd'hui, on est à 1 dollar égale 2800. Maintenant, vous voyez qu'il y a eu une forte dépréciation monétaire. Et là, avec tout ce qu'on a connu comme problème, parce qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant, il y a le problème de la thésaurisation. Il y a encore des gens qui gardent beaucoup d'argent à domicile, c'est-à-dire hors circuit bancaire. Il y a des gens qui ont une préférence marquée pour le dollar, donc il y a une dollarisation de l'économie. Il y a le problème d'encombrement. Aujourd'hui, si vous devrez acheter par exemple un téléviseur qui coûte 5 000 $ en équivalent franc congolais avec des billets de 200, vous sortirez avec des sacs, n'est-ce pas? C'est encombrant. Donc, tous ces problèmes sont à régler. Au niveau du cambisme... Les billets de 200 dans certains coins du pays ne sont plus utilisables. Ça, vous le savez? Oui, mais c'est un problème. Pourquoi c'est pas... Qui a démonétisé? Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes monétaires. Le cambisme. Aujourd'hui, je me réveille, mon frère Francis m'a dit, m'envoie 10 000 $ de l'Europe et directement, je mets sur la rue, je commence à faire le commerce de l'argent. Mais non,
sans autorisation, sans contrôle de la Banque centrale. Or, la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, doit contrôler le volume d'instruments de paiement dans l'économie. Alors, si la Banque centrale n'a pas ce contrôle-là, mais comprenez que la Banque centrale ne fait pas son travail. Et je pense que dans les 5 ans qui viennent de passer ici, il aurait été intéressant que la Banque centrale prenne des mesures pour organiser ce secteur. Vous allez en Europe, vous faites une opération, on vous demande votre pièce d'identité, on connaît même le montant. Oui. Et les organisations ou les bureaux de change qui sont là remontent l'information jusqu'à la Banque de France. Si bien qu'on peut vous dire que voilà, à date 2, voici le nombre d'opérations qui ont été effectuées en francs congolais ou en euros, telle monnaie, ainsi de suite. Et donc, ça permet à la Banque centrale, en tant qu'autorité, de savoir quels sont les mouvements. Et si chez nous, c'est en pêle-mêle. Non, c'est un désordre. Et si quelqu'un fait une opération qui est anormale ou qui peut relever d'un vol ou d'un détournement, on sait le voir. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Je peux aller aujourd'hui avec 100 milliards de francs congolais faire des opérations sur le marché. La Banque centrale ne saura pas. La CNRF, la cellule qui est là pour avoir les renseignements financiers, ne saura pas. Mais comment est-ce qu'on va traquer tous ceux qui font le blanchiment des capitaux? Donc tout ça, ça montre qu'il nous faut revenir à la normale. Et c'est comme ça que je dis qu'il faudrait donc envisager une réforme monétaire. Et quand on parle de réforme monétaire, je compte encore préciser là-dessus qu'il ne s'agit pas que d'un simple remplacement des billets ou des signes monétaires. Pour moi, j'aimerais qu'on aille vers une nouvelle monnaie, le nouveau franc congolais. Et une nouvelle monnaie? Oui, oui. Des nouveaux francs congolais? Voilà. Et avec un taux ou une parité de 1 nouveau franc congolais égale $1 américain. Alors ça, c'est encore un problème parce que les pays font face également, vous le savez, à la guerre. Oui, on va arriver à ça. En fait, je vais parler de ça tout à l'heure là. Je viendrai sur ça, ne vous inquiétez pas. La guerre, on vit avec depuis des années déjà. Je vais parler de ça tout à l'heure. Alors, donc, je disais ceci. En remplaçant cette monnaie, en ayant une parité de 1 nouveau franc égal à $1, on peut donc baisser le taux de change. Et pendant l'opération de remplacement de l'ancienne monnaie par la nouvelle monnaie, on peut justement régler ce problème de thésaurisation et plafonner les encaisses à domicile et même jouer sur le taux de bancarisation parce que amenant les gens à ouvrir des comptes bancaires, ça va donc avec une facilité de l'État, aider à accroître le taux de bancarisation. Et ça va permettre aussi de garder beaucoup d'argent dans le circuit financier, ce qui est très important pour une économie normale. Parce que ce qui se passe n'est pas normal. Quand vous allez dans les pays voisins ici, vous vous rendez compte qu'il y a un sérieux dans la gestion monétaire. Et en plus de cela, il y a des mesures qu'il faut prendre. Quand quelqu'un entre ou sort du pays, la quantité d'argent qui entre, qui sort doit être connue et même plafonnée. C'est ce qu'il faut faire. On réalise le cambisme. On prend des mesures dans le secteur financier pour réduire notamment les coûts des opérations, parce que les coûts sont assez élevés, et développer plusieurs segments à travers une politique de financement de l'économie pour mieux financer. Pour votre information, actuellement, en Afrique subsaharienne, les crédits accordés à l'économie sont de 40% du PIB en moyenne. Mais en RDC, on est à moins de 10%. C'est-à-dire que les dépôts que les institutions financières collectent en RDC ne contribuent presque pas au financement de l'économie. Ça sort, ça va à l'étranger. Voilà un peu ça. Ça suppose qu'il y a une sorte de sortie de capitaux congolais pour financer nos économies au lieu de financer l'économie du pays. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça? Ça demande une politique, une vision et des actions, des mesures. Parce que nous, en RDC, on est champion en annonce. On annonce beaucoup, mais on agit peu. Ce qui fait qu'après annonce, il n'y a pas de résultat. Il faut cette fois-ci que l'on puisse aller vers l'action des gens qui vont agir pour modifier. Quand vous dites qu'en RDC, nous annonçons, mais nous agissons peu, donc l'on peut aussi dire que tous les temps que vous avez pu passer dans beaucoup de ministères, ça n'a servi à rien alors? J'ai été conseiller. Je préférais, moi, un jour être décideur, c'est-à-dire que j'ai moi-même la signature. Et là, vous me jugerez à la pièce. Donc, vous n'avez pas été bien compris alors? Non, non, c'est... En fait, quand on donne un conseil à quelqu'un, il est libre d'accepter ou de refuser. Mais quand j'ai la signature, là, vous me jugerez à la pièce. Et ce jour-là, quand il en sera ainsi, je vous inviterai à venir me poser des questions après. Parce que je vous regarderai droit dans les yeux pour vous dire que j'avais dit ça et j'ai fait ça. Parce qu'un homme, c'est aussi cette force-là de dire les choses correctes et les appliquer et produire des résultats. Pas trop spéculer. C'est ce que, donc, je ne spécule pas, mais je dis ce qui est faisable. Un conseiller aussi, c'est celui-là qui sait s'assumer. Oui, moi, j'ai eu à dire beaucoup de choses au ministre et au Premier ministre. C'est à eux de décider. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays. J'ai participé à cela. Ouais. Je ne suis pas là pour vendre ma personne, mais je peux vous dire que j'ai participé à beaucoup de choses. Ça va? La bancarisation.
Nous avons mené cette réflexion avec le professeur Soumata en 2011, avant que ce soit appliqué en 2012. Et les documents ont été produits par le PNUD, ça existe. J'ai participé aux travaux préparatoires pour l'atteinte du point d'achèvement en RDC. Il y a eu même une sorte de choc entre le Premier ministre de l'époque et le gouvernement de la Banque centrale sur les questions de non-respect des critères quantitatifs. J'ai participé à ces travaux-là avec certaines personnes que vous connaissez peut-être, mais je ne sais pas les noms des gens, mais on a participé à ce genre de choses. Mais ça a aidé le pays parce que quand on a annulé la dette de 80%, le pays a gagné. Ce qui fait que quand il y a eu le gouvernement Matata, avec cette baisse de la dette, avec d'autres appuis financiers qu'on a reçus en termes de IADM, initiative d'appui à l'aide multilatérale, eh bien, le pays a eu des moyens suffisants pour pouvoir garantir la stabilité pendant une certaine période. Donc, c'est chose qu'on a à faire. Le PNSD, le Plan National Stratégique de Développement, j'étais le coordinateur de l'équipe qui a élaboré ce document en 2016. Le gouvernement en voyage. Alors, donc, c'est pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses. On a compris, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous n'avez pas été décideur. Oui. Et le jour que j'aurai la décision, vous ferez mieux. Absolument. Vous ferez mieux. Absolument. Et je vous demanderai, je dis absolument, et je vous demanderai de me questionner et de me rappeler ce jour. Et je vous répondrai en vous regardant dans les yeux. Parce que quand on a le pouvoir, c'est pour servir, pas pour en profiter juste. Parce que c'est vrai que le pouvoir anoblit, mais on est là pour servir le peuple. Savoir s'oublier pour servir le peuple. Oui. Alors, Monsieur Mouki, je voulais peut-être ajouter deux éléments rapidement. Allez-y. Parce que là, j'étais au niveau de la première composante. J'ai parlé des prix et de la réforme monétaire. Deuxième composante, c'est la mise sur place d'un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. On nous parle de plusieurs réformes des finances publiques, mais jusque-là, il y a des problèmes majeurs qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, tout ce qu'on dit là, pour moi, c'est du vent. Je vous donne des exemples. Mais oui, bien sûr. C'est bien beau de dire qu'on a fait ça, on a pris telle loi, mais concrètement... Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, déjà, le niveau des recettes de l'État est de loin inférieur au potentiel fiscal du pays. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ça tape à l'œil nu, ça se voit. Non, mais il y a beaucoup de gens qui interfèrent. Il faut que l'on change. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, venir parce que je suis proche du Premier ministre ou du ministre des Finances, aller à la DGI, par exemple, et imposer que l'on puisse revoir à la baisse ce que quelqu'un doit payer au fisc. Non. Et quand quelqu'un ne paye pas le fisc, on doit le sanctionner. En Occident, ce n'est pas de la blague. Qui que vous soyez, même si vous êtes un grand footballeur ou une star de la musique, quand vous faites un détour, eh bien, ça vous rattrape. Vous comprenez un peu ça? Et c'est ce qui nous manque en RDC. Il faut sanctionner. Il y a des sous-mobilisations de recettes par segment d'économie qui sont justifiées par le manque de sérieux d'autre part. À l'époque, je vous donne un exemple encore, nous étions à la primature. Il y a eu une prévision de recettes pour la vente de nos passeports à l'étranger. Et on a donné un chiffre au hasard, au pif. Et nous, on n'était pas d'accord. Il y avait même un député qui n'était pas d'accord, qui partageait l'idée. Et on leur a montré, on leur a dit ceci, vous donnez un chiffre sans faire une analyse. Nous, on propose une autre approche. Prenez sur les 3 dernières années le nombre moyen de vols internationaux. Prenez le nombre moyen d'étrangers qui viennent en RDC. Et le prix était de $100. Prenez maintenant ces moyennes et multipliez. Et quand on a calculé, le montant qu'on a obtenu était de loin supérieur à ce qui a été budgété. Et c'est pour dire quoi? C'est que des fois, quand vous faites de mauvaises assignations, Monsieur Ben, vous allez mobiliser 100 millions, alors qu'en réalité, vous mobilisez 1 milliard. Mais j'ai donné 150 millions. Quand je vois ça, je dis, ah, Ben aurait dû faire 100, il a fait 150 millions, il est performant. Alors qu'en réalité, Ben a une marge de 850 millions quelque part qu'il gère. Et il développe des comportements dépensiers. Ce sont les choses qui font défaut. Et c'est pour ça que dans ma réflexion, quand je parle d'un cadre d'amélioration, je propose que l'on puisse avoir un modèle macro-fiscal qui permet d'appréhender les performances de l'économie et de savoir dans tous les segments qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on gagne en fonction des taux qui sont placés. Donc avec ça, on aura des assises budgétaires sérieuses et quand on va évaluer la performance de la DGI, la DGDA, de la DGRAD et d'autres structures qui collectent ou mobilisent l'argent, on aura une idée claire et ça évitera certains comportements. Et la troisième proposition? Oui, bon, excusez, c'est quand même un peu long, mais c'est important de dire. Vous savez, à un moment donné... Vous êtes enseignant. Non, en fait, je dis les problèmes qui sont à un moment donné, on a fait interdit dans ce pays qu'on puisse exporter les minéraux par remblai. C'est-à-dire qu'on vous amène de la terre, là, et on vous dit qu'il y a de la cassitérite, et on ne prend pas le soin de vérifier alors qu'il y a des produits autres.
Mais du moment que nous n'avons pas d'usine de transformation. Non, c'est-à-dire quoi? Non, ça, c'est même pas une question de transformation. D'abord, une question de savoir quand les gens exportent, qu'est-ce qu'ils exportent et quels sont les droits de l'État. Parce qu'on vous déclare qu'il n'y a que de la cassitérite. Parce que c'est les minerais qui coûtent le moins, alors que dedans, il y a aussi peut-être du cuivre, du cobalt. Et la loi dit qu'il faut que l'on passe par les laboratoires. Notre centre national d'expertise. Mais on n'a pas aussi des laboratoires sophistiqués. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Est-ce que c'est vrai que l'argent ne manque pas, mais c'est peut-être la volonté. Mais justement, ça montre que c'est l'homme et la gouvernance. Or, si on met de l'ordre là-bas, on va augmenter nos recettes. Ça, c'est un problème. La manière de dépenser, ça pose problème. Aujourd'hui, moi et vous, on fait un travail, une étude qui est demandée par un ministre et qui donne lieu à une prime. Mais quand on va faire la liste des bénéficiaires de la prime, vous allez voir qu'il n'y a eu que 2 personnes qui ont été nommées et qui ont fait le travail, mais sur la liste de paye, il y a 300 personnes. Donc 298 personnes qui sont payées de manière irrégulière. Mais c'est l'argent qui part, alors qu'on aurait pu échapper à l'État congolais. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Autre chose, beaucoup de nos administrations, quand elles demandent de l'argent budgétisé pour leur fonctionnement, il y a des gens qui travaillent dans le circuit de la dépense qui demandent à ce qu'ils laissent 30-20% avant d'avoir accès à l'argent. Comment vous comprenez ce genre de choses? Et ce qui me dérange, parce qu'il faut le dire, tous ceux qui sont passés au gouvernement, tous ceux qui ont été premiers ministres du pays, ministres des Finances, du budget, ils ne savent pas ça. Ce que je dis là, ils ne le savent pas. Et pourquoi ils n'ont pas agi? C'est facile de dire on a fait des réformes. Il faut que l'on puisse toucher les vrais problèmes. Peut-être on ne veut pas frustrer les gens. Non. C'est un problème du pays. Si on ne change pas, arrêtons de promettre. Parce qu'on ne peut que promettre si on change. Si on ne change pas, il n'y a rien à promettre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs problèmes au niveau des finances publiques qui dérangent. La programmation des dépenses de l'État et leur exécution. J'ai suivi plusieurs débats au Parlement. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vote une loi des finances, le président promulgue, mais quand on exécute, c'est autre chose. Et quand on va à la réduction des comptes, il y a des choses qui se font là qui ne sont pas correctes. Or, la loi elle-même dit qu'avant de passer à l'élaboration ou à l'analyse du prochain budget, il faut d'abord que la réduction se fasse de manière satisfaisante. Mais est-ce que c'est le cas? Donc, vous comprenez qu'il y a des choses que nous-mêmes, on a consacrées dans nos textes qui sont bonnes, mais qu'on n'applique pas. Pourquoi? Parce que justement, l'homme congolais lui-même est auteur de son malheur. Dernier élément, c'est troisième composante, le programme de transformation d'économie. De 60 à ce jour, on ne fait qu'exporter les matières premières à l'état brut et on trouve ça normal. Ce qui fait que quand il y a un choc sur le marché mondial, les prix baissent, on sent directement les effets. Mais nous sommes incapables de transformer. On n'est pas capable d'inviter des entreprises ici. Mais à l'époque, quand vous étiez Premier ministre, par exemple, nous étions allés en mission en Afrique du Sud. On a vu dans ces pays africains ici. Mais on va vous parler de la guerre entre les multinationales. Non, mais suivez-moi très bien. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas sur place, on voit des entreprises. Le même produit qui est ici en RDC, nous, on fait quoi? On l'importe et on le vend directement. Juste ça. Mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, pour les produits laitiers, on a imposé aux entreprises d'installer. Ce qui fait que les fermiers sud-africains trouvent donc l'opportunité de produire du lait. Le lait est acheté, on le traite, on le met en condition, on fabrique des emballages et on met ça. Vous voyez toute la chaîne. Et on va jusqu'à vendre. Donc on a toute une chaîne que l'on crée, des emplois à différents niveaux. Et donc ceux qui travaillent là-bas produisent, il y a des salaires qui sont créés et il y a des impôts qu'on prélève sur les salaires, il y a des biens qui sont vendus, on a la TVA. Bref, on gagne. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Il faut avoir une approche stratégique. On annonce facilement des choses, mais on ne le fait pas. Sous le président Mobutu, on disait agriculture, priorité des priorités. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien vu. Arrivé au pouvoir, le président Kabila a parlé, le père d'abord, l'agriculture, Kabila fils et le président Tshisekedi. Mais quand vous regardez la situation alimentaire du pays, aujourd'hui la RDC est comptée parmi les pays qui sont en insécurité alimentaire. C'est paradoxal par rapport à ce que le pays a. Vous comprenez un peu ça? J'ai fait une fois un tour vers le Congo central avec des partenaires sud-africains. Et regardez à gauche, à droite, et à un moment donné, ils nous demandent, est-ce qu'il y a une loi chez vous qui interdit de cultiver? Oh non. Mais pourquoi vous avez autant de terres et les gens meurent de faim et nous qui n'avons pas de terre, on se bat et on produit plus que vous? Vous comprenez un peu ça? Donc, on a un problème, on n'est pas sérieux. On a amené des initiatives ici. Vous reconnaissez qu'on n'est pas sérieux. Mais oui, mais mon cher ami, vous qui êtes scientifique. Bon, quand je parle de nous, je parle du Congo, mais il faut justement que l'on puisse changer. Parce que vous voyez, c'est quand même honteux que nous, par exemple, on aille acheter du maïs en Zambie, alors que c'est un pays qui est frappé par la sécheresse plus que nous. Et c'est un pays qui est touché par les effets du Kalahari.
D'ailleurs, qui sont en annonce rouge, hein, qui annoncent qu'il y aura la crise de maïs d'ici là. Mais qu'est-ce que je viens de Mandaka, je vois ce qu'il y a comme potentiel de production de maïs là-bas. J'étais dans le Bandundu, j'étais dans le Kasaï. Mais non, mon frère, ce que nous vivons ici est anormal et il faut arrêter. Il faut que l'on puisse avoir des gens qui disent non, fini avec cette histoire, ces échecs du passé, changeons de paradigme, accompagnons les engagements du présent pour qu'on ait des résultats. Et quand on aura accru la production agricole et que ça sera sur la table du Congolais lambda, eh bien on verra les gens sourire et ça aura beaucoup d'implications sur le plan de la santé parce que beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne mangent pas bien. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à bien accumuler le capital humain parce qu'ils ne mangent pas bien. Donc si on fait ça, on change. Et nous avons des atouts. Au niveau du Sahel, il y a un problème d'eau, n'est-ce pas? Il est guère même. Les conflits, les problèmes sécuritaires sont liés aussi à l'eau. Mais nous avons l'eau de pluie ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, on peut recueillir l'eau de pluie, construire des citernes pour recueillir, n'est-ce pas? Des centres d'épuration pour traiter, des pipelines, et on exporte ça. Vous imaginez un peu ce que ça suppose en termes de millions de dollars et l'influence que le président de la RDC aura sur toute la région? On peut exporter. Vous avez vu un tel projet au Maroc, hein? Mais oui, je le dis depuis des années. Je le dis. Vous comprenez pourquoi je dis qu'un conseiller ne sait qu'à parler? Je l'ai dit et je le dis encore aujourd'hui. Mais qui fait ça? Si on arrive à faire ce genre de choses, vous allez voir qu'on deviendra mettre notre destin. Et nous avons une médecine traditionnelle très riche en RDC. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Congo Bolo, vous connaissez le produit? Moi, j'ai vu des gens prendre des verres de Congo Bolo pour être guéris du palu. J'ai vu des gens utiliser les feuilles de Congo Bolo pour des maladies de peau, d'autres maladies d'oreille. Donc, c'est un produit riche. Mais est-ce qu'on a déjà fait une recherche scientifique sérieuse autour du produit pour savoir quelles sont ses vertus et comment exploiter ça pour fabriquer des médicaments? D'abord, les universités s'émeurent. voilà. Vous comprenez un peu. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on est un peu. Donc, voilà un peu ce que je propose là. Donc, un programme de transformation. Ce sont de belles idées. Non, qu'il faut opérationnaliser. Et là, quand je parle de programme de transformation, donc, il y a plusieurs mesures. Il y a des mesures qui visent à assainir alors le climat des affaires. Il faut qu'on ait une politique fiscale d'attraction et pas de dissuasion. On doit avoir une politique de financement des économies, c'est-à-dire qu'on sait amener les opérateurs économiques à financer, c'est-à-dire les banques nationales comme étrangères, à venir ici et accorder des crédits aux secteurs qui sont porteurs. Quand vous regardez la structure des crédits... Les banques agricoles... oui, les crédits, l'agriculture ne reçoit rien. Et les produits qu'on donne des fois aux agriculteurs sont inadaptés par rapport à l'activité. Bon, comment vous voulez avoir des résultats avec de tels éléments? Il faut construire des routes. C'est vrai que vous voyez tout à l'heure quand je parlais des finances publiques, si aujourd'hui on arrive à faire une épargne... Je crois que la RDC venait d'arracher en tout cas 6000 kilomètres pour la construction de routes, hein, avec le 5e avenant qu'on a signé, c'était le jeudi passé. Oui, c'est bien, c'est un effort, mais il faut consolider parce que la RDC c'est un continent. C'est un continent, et puisque vous parlez de ça, l'approche PDL, j'ai prouvé ça en 2016 déjà, et j'ai parlé de PLD. Point lumineux développement. Il y a tout un graphique où j'expliquais qu'il fallait avoir des régions de développement. Et je n'ai pas voulu faire ça en termes de territoire parce que nous avons plusieurs problèmes. Nous avons aussi des problèmes de faible cohésion nationale. Il y a des problèmes de conflit. Et pour moi, ça aurait été mieux de ne pas avoir des interventions par territoire, mais par région pour arriver les gens à renforcer la cohésion, la vie en groupe. Parce que quand vous avez des infrastructures mutualisées, vous êtes appelés à vivre ensemble. Et cette intégration-là développe la vie en communauté, mais développe aussi l'économie. Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme la RDC n'a pas ses propres banques? Oui, c'est un problème, mais il faut avoir une vision. En fait, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui peuvent investir, mais est-ce que le gouvernement a une politique en la matière? C'est ça, c'est la grande question. Une économie qui est tenue par l'extérieur, ce n'est pas toujours bien. Parce qu'en cas de problème, eh bien, vous tombez. Je vous donne encore un exemple. Dans les années 90, il y avait une crise en Asie. C'était quoi? Les pays asiatiques ont reçu plusieurs capitaux provenant de l'Occident. Et quand les propriétaires de capitaux ont décidé de retirer leur argent, l'économie asiatique a connu une crise majeure. Heureusement que le Japon a déboursé à l'époque 100 milliards de yens pour juguler la crise. Si ce n'était pas l'intervention du Japon, l'économie asiatique aurait sombré. Donc vous comprenez qu'il faut prendre donc des mesures. C'est ainsi qu'après cette crise, ces pays asiatiques ont revu leur réglementation de change en ce qui concerne le retrait et le mouvement des capitaux. Mais nous devons faire de même. Il faut encourager les gens à créer des institutions financières ici dans ce pays. Il y a quelques initiatives, mais il faut encourager et faire en sorte que nous puissions avoir une classe moyenne congolaise. Parce qu'aujourd'hui, le patronat est tenu par les capitaux étrangers. Et c'est un élément de fragilité.
Parce que le jour que les étrangers disent, bon, nous partons avec nos capitaux, ben, vous allez dire quoi? Donc il faut faire... C'est la fin. Hein. Oui, et donc le prochain gouvernement devrait attaquer tous ces problèmes. Il faudrait vraiment que le président mette sur place un gouvernement de technocrates, des gens qui vont apporter des solutions, qui vont toucher les vrais problèmes et apporter des réponses et qui vont se sacrifier pour le pays. Pas qui vont venir grossir sur le dos de l'État. Pour répondre aux besoins de leur famille politique. Voilà, c'est ça le comble chez nous. Alors, la guerre. Oui, merci. La Très guerre, bonne question. ouais. La guerre est un choc qui dérange. Qui dérange l'économie. Bien sûr. Mais nous, on est en guerre depuis quand? C'est depuis 1996 qu'on est en guerre, n'est-ce pas? Avec le président Mobutu en guerre en 1996, Kabila père arrive en 1998, et Kabila fils arrive, il y a des conflits, on fait des conférences sur la paix, tout ça, on cherche des solutions, et ça continue. Le président Tshisekedi arrive, à un moment il y a eu accalmie, ça reprend, accalmie, et ça barde. Donc, je peux dire que nous vivons déjà avec la guerre. C'est devenu comme une constante chez nous. Donc, ça ne doit pas être une raison? Non, non, laissez-moi, il faut laisser, vous plaît. Donc, c'est une constante. C'est-à-dire qu'on l'a déjà en quelque sorte intégré. Parce que l'homme, c'est un animal social qui intègre certaines choses de manière spontanée. Ça va? Parce qu'on s'habitue à ça et on vit avec. Mais quand la guerre monte d'un cran, comme c'est le cas, il y a des impacts. Comment ça? Les territoires, par exemple, qui sont sous occupation, on ne sait plus y collecter des impôts. Ça veut dire qu'une partie des recettes collectées hier échappe. Au même moment qu'il y a la guerre, il faut aussi, il y a cette baisse-là, il faut engager des dépenses militaires, sécuritaires, de renseignement. Il y a une pression sur les dépenses et donc c'est un élément qui peut justement déséquilibrer le budget de l'État. Et dans de telles circonstances, qu'est-ce que l'on fait? On fait des efforts en termes de discipline. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qu'on annule. Ah Parce bon? que, oui, mais bien sûr. On doit annuler certaines dépenses. Mais oui, cher ami, je vous donne un exemple. Vous êtes parent. Ça va, vous avez un train de vie que vous menez. Mais aujourd'hui, à cause d'une situation particulière, votre enfant doit être opéré. Et vos revenus ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut opérer l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez l'habitude de prendre peut-être votre bière chaque soir, vous ne prenez plus la bière. Parce que c'est très malvenu que vous puissiez prendre la bière chaque soir alors que votre enfant est malade. Qu'est-ce que votre femme dira? Qu'est-ce que les membres de famille diront? Mais ce type, c'est un sorcier. C'est lui qui veut que son enfant meure. Ça va? Donc, cette discipline-là, il faut s'appuyer ça aujourd'hui pour rééquilibrer. Car quand il y a des équilibres, ça fait que l'État soit incapable de payer les salaires. Ça fait qu'il y ait des pressions sur le marché. Et c'est ce qui entretient aussi la perte de pouvoir d'achat de la monnaie nationale. C'est pour ça que j'estime que la guerre est un choc. Ouais. Il faut s'adapter. Et au niveau des finances publiques, on a besoin de discipline, de sacrifice. Monsieur Alexandre, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti, touche à sa fin. Vous êtes pratiquant. Mais la RDC, pour qu'elle arrive bien sûr à se développer économiquement, c'est quoi la stratégie? C'est vrai, vous avez évoqué plusieurs raisons, mais en un seul mot, c'est quoi la stratégie? La discipline ou bien le courage? Non, non, le courage ne se voit pas, mais je pense qu'il faudrait mettre en place un gouvernement capable de répondre à tout ce que nous avons comme problème sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Et il faut aussi mettre en place des mécanismes pour faire fonctionner de manière efficace le gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut qu'on ait un bon programme du gouvernement. Et chaque ministre décline son programme sectoriel en PTAB, un plan de travail annuel budgétisé. Et cela facilitera l'élaboration des plans d'engagement budgétaire par trimestre. Et quand on a les plans d'engagement qui sont élaborés avec le PTA, ben, le Premier ministre va commencer à assigner aux membres du gouvernement des lettres de mission. Et on va procéder à une évaluation. Chaque mois, le Premier ministre suit la mise en œuvre. Et quand il y a des problèmes, si ce sont des problèmes de budget, les ministres vont dire au Premier ministre, voilà, moi je n'ai pas pu faire ça parce que le ministre du budget et le ministre des Finances ne m'ont pas donné les ressources. Parce que ça arrive. Il y a d'autres qui reçoivent des moyens, d'autres qui ne reçoivent pas. Et du coup, le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, va interpeller les ministres sectoriels concernés pour dire mais pourquoi votre collègue de tel secteur n'a pas eu les moyens pour mener sa politique sectorielle. C'est à ce prix qu'on peut espérer avoir des résultats. Et quand je parle de réserve du gouvernement, je vois même une équipe à taille un peu réduite parce qu'il faut économiser de l'argent et avec 2 commissions. Comme ça, à la tête de chaque commission, il y a un VPM. On n'a pas besoin de plusieurs VPM. 2 VPM suffisent. L'un dirige la commission Ecofin et infrastructures sociales, l'autre la commission politique, sécurité... et consorts. Et donc, avec ça, chaque 3 mois, par exemple,
le Premier ministre et le VPM font l'évaluation des commissions. Et chaque 6 mois, le Premier ministre et le Président évaluent le gouvernement. Et quand il y a des faiblesses, on prend des sanctions. Si on le fait avec beaucoup de sérieux, je vous dis que vous allez voir les résultats. Merci beaucoup. Donc, Mesdames, Messieurs, savoir plus, c'est pour bientôt. Nous recevions Alexandre Choué Mokim, qui est pratiquant, économiste de formation. En tout cas, vous avez suivi toutes les idées qu'il a pu proposer. Nous allons nous retrouver très prochainement où on va encore l'inviter pour d'autres idées. En tout cas, restez branchés sur votre télévision et à tout à l'heure.